bienvenue sur la chaîne YouTube FEB Formation. Bienvenue pour notre quatrième live. Live un petit peu particulier parce que notre chaîne YouTube FEB Formation a pour vocation de parler à l'ensemble des acteurs du basket français et pas particulièrement uniquement aux techniciens, mais aussi aux dirigeants, aux officiels. Et donc pour ce quatrième live, on a souhaité interagir et communiquer avec la famille des officiels. Donc, je remercie les officiels qui sont présents sur ce live, mais aussi les techniciens qui ont suivi nos 3 précédents live. Donc, sur ce quatrième live, on a le plaisir et le privilège d'accueillir Nicolas Maestre. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Donc, Nicolas, je vais essayer d'être bon dans la présentation et ne rien oublier. Nicolas, c'est un arbitre qui officie en GP League depuis 22 ans, qui a fait 20 ans d'arbitre international à la fois en Euroleague et sur la Champions League actuellement, qui est formateur FEBB depuis 15 ans. Il est notamment chargé des CTO sur les différentes ligues. Et voilà, c'est un arbitre qui a une vraie expérience dans le milieu de l'arbitrage, qui arbitre depuis qu'il a l'âge de 13 ans, comme il me l'a dit tout à l'heure. Voilà, donc on va traiter d'un thème qui va lier les familles des officiels et des techniciens, et on va essayer d'être suffisamment précis pour aborder la thématique de la communication entre les différents acteurs lors d'une rencontre entre des techniciens, les officiels et les joueurs. Tout d'abord, Nicolas, j'espère que ce thème-là ne te fait pas peur, parce que sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que ça avait suscité quelques réactions. Donc, j'espère que tu es prêt et qu'on ne t'a pas séquestré pour répondre à ces questions-là. Mais oui, Pierre, déjà, je suis très ravi d'être avec vous pour partager ce live. Je n'ai pas peur parce qu'un arbitre qui aurait peur n'aurait rien à faire sur un terrain. Donc, effectivement, je n'ai pas peur. Mais séquestré, je l'ai été par ma famille, qui m'a séquestré. Elle en a profité pour se dire, voilà, t'es absent 2 fois par semaine toute l'année. Mais aujourd'hui, tu restes à la maison pendant quelques semaines. D'accord. Eh ben, on va passer une petite heure avec toi. N'hésitez pas à poser les questions sur le chat. Je m'en ferai le relais auprès de Nicolas. Et voilà. Bon, Nicolas, bon courage alors. À tout de suite. Merci Pierre. Donc voilà, je prends le relais pour vous expliquer comment mieux communiquer avec les arbitres. Vous qui êtes entraîneur, ou bien nous, arbitres, comment mieux communiquer avec vous, les entraîneurs. Alors, on va essayer d'aborder ce live avec 4 points essentiels que sont les causes d'un conflit potentiel. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment sur le terrain, on va peut-être plus trop s'entendre. On va essayer de voir l'objectif commun qui est d'optimiser notre relation de façon à ce qu'on puisse bien fonctionner. On va passer 1h30 ensemble sur un terrain de basket et il faut que on puisse aller au bout. À la fois que vous, entraîneurs qui créez le jeu, vous puissiez faire ce que vous avez à faire, et puis nous qui pouvons continuer à arbitrer sereinement pendant la rencontre. Je vous donnerai quelques conseils sur peut-être comment se comporter, comment nous, arbitres, nous comportons, et vous, entraîneurs, qu'est-ce que vous pouvez faire peut-être pour améliorer la relation et faire en sorte du coup qu'on aille au bout ensemble. Et puis on finira par je m'interroge sur des questions que vous posez, je pense, régulièrement lors des matchs. Voilà Pierre, le plan de l'intervention. Alors, si on attaque avec les causes d'un conflit potentiel, j'ai choisi cette première image qui montre tout simplement que le personnage à gauche, lui, il voit le chiffre 6, alors que le personnage à droite voit le chiffre 9. Et ce n'est pas parce que tu as raison, en fait, que moi j'ai tort ou que j'ai raison aussi, c'est qu'on n'a pas du tout le même point de vue. Et si par exemple on venait à imaginer qu'est-ce que vous voyez ici lorsque je vous montre ma main, certains vont dire 3 doigts levés, d'autres vont me dire 2 doigts baissés. C'est exactement la même chose. Ici, on se rend compte que selon le point de vue, en fait, on ne va pas voir la même chose et ça va avoir une incidence automatiquement sur ce qui va après créer peut-être des conflits, en tout cas, ou des débuts de conflits. Si je prends du coup la première cause que j'ai identifiée, qui est donc cette perception, ce point de vue, moi, ce que je vois sur le terrain à un moment donné n'est pas ce que peut-être l'entraîneur a vu. Et c'est normal. Moi, je suis en mouvement. Et quand un arbitre est en mouvement, en fait, c'est plus difficile pour lui de
de faire une image arrêtée de ce qui se passe sur le terrain. Je prends notamment le cas, nous, des consignes que l'on donne aux arbitres lorsqu'on fait de la formation, c'est d'être à l'arrêt lorsqu'ils doivent juger. Donc être à l'arrêt, ça veut dire qu'il faut savoir se déplacer sur le terrain pour être bien placé au moment en fait où il va y avoir une situation donnée qui va amener une prise de décision. Vous, entraîneur, vous êtes à l'arrêt, en tout cas dans votre zone de banc, parfois de l'autre côté du terrain, et forcément ce que vous voyez avec un angle de vue différent, avec des vitesses de perception différentes, font que, effectivement, on n'aura peut-être pas la même vision de l'action. Si je prends le deuxième point, ce sont les interprétations. Donc, on retrouve un petit peu ce qu'on vient de dire, à savoir que les interprétations aussi à la fois des règles de jeu, du vécu que l'on a quand on est entraîneur et qu'on passe toutes ces journées à faire du basket, et que certains arbitres qui sont non professionnels, pour la plupart, s'entraînent peut-être parfois un peu moins. Et là, le conseil que je leur donnerais, c'est d'aller s'entraîner. Je vais y revenir après. Ça serait vraiment d'avoir des interprétations plutôt identiques, notamment des règlements de jeu. Voilà. Donc, des règles sont très particulières parfois. Les connaissances des règles par les uns et par les autres ne sont pas les mêmes, et ça peut amener à des confrontations. S'entraîner. Moi, j'ai eu la chance, en fait, je fais un petit aparté, j'ai eu la chance de m'entraîner en 1998-99, lorsque je faisais mes études à Toulouse. Je m'entraînais avec les Spacers de Toulouse, qui évoluaient en première division. Moi, j'étais en troisième division, et tous les jeudis, j'avais la chance que Laurent Buffard et Damien Lérol, qui coachaient cette équipe à l'époque, m'acceptaient dans leur équipe pour arbitrer des matchs d'entraînement. Le fait de s'entraîner avec des équipes, en fait, c'est hyper formateur. Je suis monté en première division cette année-là, après avoir profité donc de tous ces entraînements avec des joueurs pros. Et là, les entraîneurs, vous pouvez, je pense, accepter dans vos clubs des arbitres qui seraient prêts à venir partager quelques heures avec vous sur le terrain. Et puis vous, arbitres, essayez aussi d'aller vous entraîner avec les équipes de vos clubs. Des incompréhensions, des désaccords. On imagine facilement que quand on n'est pas d'accord sur une décision qui est prise, ça peut amener à un conflit. On va trouver aussi des intérêts divergents. Forcément, les entraîneurs, eux, ont quelque chose à gagner, le match, un championnat à jouer. Les arbitres n'ont pas les mêmes intérêts. Un arbitre, lui, doit faire en sorte que le match soit bien arbitré, que les deux équipes aient la même chance de gagner. Et forcément, l'entraîneur, lui, va avoir un parti pris et un intérêt que l'on comprend facilement. L'expérience. Sur des matchs arbitrés par des jeunes officiels, on va rencontrer des entraîneurs qui forcément auront beaucoup plus de bouteilles et des jeunes arbitres qui, eux, seront bien moins expérimentés. Et on peut rencontrer forcément des désaccords, là aussi, de par le vécu de chacun quant à notre sport. Des manques de connaissances. Donc, on a parlé des règles tout à l'heure. Voilà, un entraîneur qui ne maîtriserait pas les règles, un joueur qui ne maîtriserait pas les règles, peut, à certains moments, ne pas être forcément en accord avec la décision qui est prise. Mais là, le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de vous caler sur les règlements, parce que parfois, l'application d'une règle ou l'interprétation d'une règle peut vous faire gagner un point, un panier, et parfois, à la fin d'un match, on le sait, c'est un panier d'écart, ça peut être la victoire au bout. Des joueurs savent s'en servir. Je citerai Tony Parker qui, lorsqu'il jouait, était très fort. On y reviendra tout à l'heure sur l'approche, comment il faisait, mais il était très fort sur le règlement de jeu. Kobe Bryant qui avait lu tout le règlement de jeu pour savoir exactement où, avec quoi en tout cas il pouvait jouer de façon à gagner, à grappiller le moindre point lors d'une rencontre. Donc voilà, la connaissance des règles est capitale. Les connaissances techniques pour les arbitres sont capitales aussi, savoir ce qui se passe sur le terrain. Et si on manque de ces connaissances, à la fois arbitre par rapport à des connaissances techniques ou entraîneur par rapport à des connaissances de règles, on peut se louper un petit peu sur ce qu'on a à mettre en application. Le stress peut faire en sorte que, à certains moments, l'arbitre soit plus capable de communiquer, converser avec l'entraîneur ou vice-versa. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à
à prendre sur soi. Et puis le regard critique, Pierre, la tolérance, savoir que certains n'ont peut-être pas les compétences encore, peut-être sur une division, qu'elle soit technique ou par rapport à l'arbitrage, et qu'il faut savoir parfois avoir un regard un peu critique de façon à calmer les esprits. Merci Nicolas. On voit bien qu'il y a de multiples causes à ce type de conflit et qui peuvent altérer la relation entre les acteurs sur un terrain. Ma première question, c'est est-ce que tu vois une évolution de ces causes? Est-ce qu'il y a des causes qui sont plus prédominantes actuellement ou pas, au regard peut-être des nouvelles tendances ou des nouvelles générations? Mais je dirais que d'échanger nos compétences, à la fois vous, techniciens, et nous, officiels, d'échanger toutes nos compétences, permettrait, je pense, de monter en puissance et en niveau de compétences, chacun dans nos activités qui nous sont propres. Merci. Donc maintenant, je vais te laisser nous développer l'objectif et puis les conseils pour effectivement améliorer les relations. D'accord, Pierre. Donc, l'objectif commun, c'est optimiser notre relation, faire en sorte, en tout cas, que l'on se parle plutôt correctement lors du match, en tout cas si c'est voulu et souhaité par l'ensemble, en tout cas, des acteurs. Donc là, je parlerai un petit peu d'analyse transactionnelle, en ce sens que c'est un outil, étant donné que c'est une théorie de la personnalité et des rapports sociaux qui vont se passer sur le terrain. Cet outil va nous aider, en fait, parce que ce psychanalyste qui a mis en œuvre cette théorie, en fait, nous a montré qu'il y a trois états du moi. Il y a l'état parent, l'état adulte et l'état enfant. Et on a tous en nous, de par notre vécu, cet état qui peut apparaître à certains moments de la journée, dans la relation avec les gens. Et alors, il n'y a rien de positif ou de négatif à être dans un stade donné, mais il faut faire en sorte que, on va le voir, les stades puissent s'articuler de façon à ce qu'on puisse communiquer. Donc j'ai marqué arbitre d'un côté à gauche, coach-joueur de l'autre. Si on est sur un état parent les uns les autres, on est du domaine du critique. On est dans l'éducatif. On va donner des leçons. Normal, un parent, pour ceux qui le sont, savent très bien qu'avec leurs enfants, et aujourd'hui, quand on est confiné, t'en parlais tout à l'heure du confinement, moi j'ai mon rôle de parent ici à la maison, où avec mes enfants, je leur dis ce qu'il faut faire et on peut échanger, mais en tout cas, je suis un peu l'autorité. L'état adulte, c'est le domaine plutôt du raisonnement, de l'écoute et de l'analyse. Donc là, on est plus dans l'échange et on va voir très vite que, en fait, c'est plutôt sur ce stade-là qu'il faut arriver à se situer si on veut échanger correctement. Parce que l'état d'enfant, ensuite, c'est quand même un domaine du ressenti, de l'émotion et du plaisir. Et quand on se trouve dans cet état-là, on est forcément un petit peu dominé par les personnes qui sont plutôt sur un stade adulte ou parent. Et la communication est parfois difficile sur le terrain. Et j'ai voulu imager ça avec quelques images. La première, en fait, où l'on voit ici l'arbitre qui est dans un état parent avec le joueur, bien qu'il soit plus grand que lui, qui est obligé de se soumettre en fait à l'injonction de l'arbitre qui, alors on ne sait pas trop ce qu'ils se disent, mais on imagine très bien l'officiel qui est en train de réprimander le joueur. Et on voit aussi que la communication non verbale est capitale. C'est-à-dire que ce qu'on dégage sur le terrain, ici, c'est de l'autoritarisme. Et c'est pas forcément bon pour échanger, parce que ça veut dire que je suis au-dessus du joueur, il doit se soumettre. Et en fait, je pense que c'est pas par la soumission et par la terreur que les joueurs ou les coachs vont adhérer à ce qu'on fait. Ici, on a deux images où c'est l'inverse. Là, c'est le coach ou le joueur qui se situe dans un état et qui se met au-dessus de l'officiel. Alors, souvent parce qu'il est énervé de la décision, on l'a vu tout à l'heure. Et ce qui est intéressant ici, moi j'ai mis cette image à droite avec Pau Gasol. C'était lors de l'Euro 2017, le Espagne-Croatie, où l'Espagne gagne de 6 points, juste à la fin. L'Espagne est en difficulté sur le match, et Pau Gasol s'énerve lors d'une situation de rebond où il prend une faute sur Saric, que je siffle. Donc là, on est dans un stade où il prend une faute technique par la suite. On comprend très bien que ces situations-là peuvent conduire
à des fautes techniques et donc à des sanctions pour les entraîneurs, pour les acteurs. Et de se positionner comme ça, bien au-dessus, c'est risqué pour vous, entraîneurs. Et pour nous, arbitres, ça veut dire à quelque part d'un côté que peut-être les acteurs veulent prendre le dessus sur nous. Donc, c'est pas très bon, parce qu'on est encore sur une situation de déséquilibre. Je fais une parenthèse par rapport à ce match Croatie-Espagne. Le lendemain, à 7 €, j'arbitre à nouveau l'Espagne. Et c'est là où on reconnaît aussi les grands joueurs. Ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut souligner. C'est que Gasol vient me voir à l'entre-deux, me serre la main et s'excuse de son attitude de la veille. Et là, tous les joueurs espagnols s'étaient arrêtés à ce moment-là pour regarder le grand chef venir présenter ses excuses au corps arbitral. Donc là aussi, c'est une marque je crois, de quelqu'un qui veut et qui contrôle, en tout cas, ce qu'il fait sur le terrain. On en parlera à la fin de leur mise en question et puis de l'erreur. Et pour finir, ici, sur cette diapo, on voit une relation qui ne devrait jamais arriver sur un terrain de basket et sur tout terrain de sport. C'est l'arbitre et le joueur. Vous avez peut-être vu ces images sur les réseaux sociaux qui sont venues tête contre tête, ce qui pour moi est une image inadmissible dans notre sport, à la fois de la part du joueur et de la part de l'arbitre. Voilà, donc là on est vraiment sur une relation où les deux ne savent pas se comporter et ça ne peut que mal finir sur le terrain. Donc ici deux images qui vont vous montrer en fait que si on se situe, voilà, si on se met, on va en parler après, dans une posture certaine et si on communique sereinement, en fait, on peut très bien échanger. Ce que l'entraîneur va me dire, je vais l'écouter, parce qu'il va argumenter, ou il va le dire avec le sourire. Ce que moi, je vais lui dire, il va l'écouter aussi. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que j'ai raison ou qu'il a tort. Retenez bien ce 3 et ce 2. Mais ça veut dire que, quelque part, au moins, on repart sur des bases solides et on s'écoute. Et s'écouter, je crois que c'est la première chose à faire si on veut bien communiquer. Merci Nicolas. Il y a quelques questions qui arrivent. En fait, on se rend compte que tu as affaire à beaucoup d'enfants, en fait, quand on voit le modèle sur l'analyse transactionnelle. On se rend compte qu'aujourd'hui, on prend souvent en exemple ce qu'on voit dans le très haut niveau. Et donc, de le très haut niveau, quand on regarde des matchs d'Euroleague ou des matchs de Jeep Elite, on voit une relation entre les acteurs du jeu où, quelquefois, les joueurs sont souvent dans la contestation et on peut laisser apparaître que l'arbitre tolère ce genre de comportement-là. Quel est ton avis là-dessus et comment ça peut se répercuter sur un niveau moindre et quel impact ça peut avoir? Alors, je crois qu'il ne faut pas tolérer des attitudes déplacées. Ça veut dire qu'il faut agir. Alors, il y a différentes façons d'agir. Quand on est arbitre, c'est ne pas ignorer, ou en tout cas, si on le fait, c'est rare. C'est vraiment dans un cas très particulier pour peut-être éviter une sanction à la fin d'un match où il n'y a plus trop d'intérêt pour le match. Voilà, on peut parfois fermer les yeux aussi sur quelque chose qui aurait été, qui pourrait être mal interprété, mais quelque chose qui serait évident, c'est-à-dire une attaque directe d'un joueur ou d'un entraîneur, on est obligé d'intervenir. Alors, et après, il y a différents grades dans l'intervention. Ça peut être recadré, ça peut être avertir, ça peut être sanctionné. Mais là, c'est l'arbitre qui décidera, en fait, en fonction du match et de la situation, ce qu'il va faire. Mais il ne faut pas laisser passer une attitude comme ça. Et on verra après que parfois, c'est aussi ce que recherche l'acteur. D'accord. Et est-ce que tu emploies alors on va le développer par ailleurs sur les conseils que tu vas donner et les modalités pratiques pour mieux communiquer. Mais est-ce que tu mets au même niveau de communication des acteurs qui sont sur le terrain, tels les joueurs, et l'entraîneur qui va plutôt être sur le côté? Mais je dirais que l'entraîneur, il a plus de recul par rapport à ses joueurs. Il y a une notion qu'on va développer un petit peu, c'est l'utilisation du capitaine, où l'entraîneur peut passer avec son relais des messages sur le terrain. Mais c'est vrai qu'au basket, la proximité, vraiment la proximité de l'entraîneur et de l'arbitre fait que c'est plutôt avec l'entraîneur qu'on va discuter. Les joueurs, ils sont en mouvement, ils sont pris dans leur match. Et on va voir que nous aussi, les arbitres, on est pris dans le match. Donc là, je demanderais plutôt aux entraîneurs d'être indulgents et d'intervenir qu'à certains moments de la rencontre, parce qu'on peut pas parler, échanger tout le temps non plus avec vous. Voilà, donc encore une fois, tout à l'heure, je le disais, Tony Parker faisait ça très très bien.
il intervenait à des moments propices, à savoir pendant une série de lancers francs, par exemple, où tout le monde est au repos. C'est le petit moment en fait où on peut souffler un peu, et voilà, et là on est plus à l'écoute. Donc voilà, c'est vraiment essayer de le faire quand il faut et comme il faut. Merci. Maintenant, une fois qu'on a identifié les causes, comment on doit communiquer de manière un peu plus fluide, je te laisse nous faire partager tes conseils et tes bonnes pratiques. Alors, je ne détiens pas la vérité. Moi, les conseils que je vous donne, c'est par rapport à mon vécu. Tu l'as dit, j'ai un petit peu d'expérience maintenant sur le championnat professionnel. On peut en avoir encore plus. J'ai eu la chance en 2010 de partir faire un camp aux États-Unis avec des arbitres de NBA qui venaient nous encadrer. Celui que j'ai rencontré, Greg Willard, lui, avait 50 ans ce jour-là et il commençait sa première série de playoffs. Et il me disait qu'à 50 ans, en fait, il était au début de sa carrière parce que c'est à 50 ans qu'il estimait que la maturité de l'arbitre était la meilleure et il pouvait partir sur une longue série de playoffs pendant quelques années. J'ai 46 ans, donc je me dis, allez, j'ai encore un petit peu de temps devant moi, mais ce que j'ai accumulé dans mes bagages techniques, c'est ce que je vais vous expliquer là. Les éléments de base, en fait, à prendre en considération pour qu'on puisse bien communiquer. Un, c'est se connaître. Si on se connaît, si on s'appelle par notre prénom quand on se connaît, ou si en tout cas on sait à qui on a affaire, quel est l'entraîneur que je vais officier, ou quel est l'arbitre qui va m'arbitrer, le fait de se connaître, déjà, on part sur de bonnes bases. J'ai eu sur le qualificatif pour Londres, je me rappelle, j'avais arbitré un match avec l'Australie, le coach australien que je ne connaissais pas du tout, qui me connaissait pas du tout, il connaissait très peu d'arbitres européens d'ailleurs, à un moment intervient lors du match et il m'interpelle parce qu'il y avait une décision de mon collègue Tomas Jacevičius, un arbitre lituanien, qui ne comprenait pas. Et moi, j'étais à proximité de lui. Il m'interpelle, il prend sa fiche, comme ça, il regarde, il me fait « Hé, Nicolas, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pris comme décision, Thomas ?» Et en fait, je me rends compte qu'il avait préparé son match. Il savait, en fait, qui était Thomas, qui était Nicolas. Voilà, il connaissait des éléments. Alors, c'est pas grand-chose, mais le fait d'être interpellé par son prénom, ben forcément, le regard, après, n'est plus le même. Quand je dis se connaître, ça fait le lien avec se saluer. C'est au moins se dire bonjour avant le match, tout le temps. Parce que ne pas se dire bonjour, en fait, ça veut dire quoi? Que la première fois qu'on va se parler, ça va être sur une situation de sortie de balle où vous, entraîneur, vous n'êtes pas d'accord avec moi, arbitre. Et en fait, on va commencer à s'invectiver avant de se dire bonjour. Donc voilà, se saluer, c'est la première des choses. Et en JP Elite, on a un protocole aujourd'hui qui permet en fait aux entraîneurs et aux officiels de se saluer avant le match. Et c'est bien que ce soit fait. Se respecter, ça c'est le mot d'ordre, je crois, dans le sport. Le fait de se respecter, ça permet de partir sur de bonnes bases. Alors, j'ai voulu parler de cette notion sans rancune, faire un reset. Reset, c'est ce que fait l'opérateur de 24 secondes, régulièrement, il appuie pour faire un reset. Ben, nous, arbitres, c'est pareil. Vous, entraîneurs, ça serait bien que ce soit pareil. Même si je vous ai arbitré la fois d'avant, et même si j'ai pu faire des erreurs, voilà, peut-être repartir à zéro. Et moi, si j'ai mis une faute technique à un acteur, ben voilà, repartir sur des bases saines, on se redit bonjour et on repart pour 1h30. Et puis le dernier point, c'est faire preuve d'humilité. Donc là, l'humilité, forcément, c'est à la fois vous, techniciens, et nous, officiels. C'est ce qui nous permettra de continuer dans le temps aussi. Parce que si on se sent supérieur, en fait, on peut gagner sur un match, mais on ne gagnera pas sur la totalité. Donc, il faut savoir se mettre en retrait parfois et accepter l'erreur. Voilà, Pierre. Alors, il y a plein de questions qui arrivent sur le chat. Je vais essayer de ne pas frustrer grand monde et que tu puisses répondre à toutes ces questions-là. Je vais te laisser enchaîner sur la notion qui arrive derrière, qui va peut-être répondre à une partie des questions qui sont posées. D'accord. Donc, la notion de proxémie. On va essayer, en fait, d'imaginer que si moi, je suis sur le terrain, il y a une zone intime dans laquelle, en fait, il y a une grande implication. La personne qui va rentrer dans cette zone intime, voilà, elle ne sera pas bienvenue parce que, sauf si c'est fait peut-être avec des gestes apaisants, mais le fait de venir s'approcher trop près pour discuter, échanger, c'est pas forcément bon, je pense.
Il y a une zone qui est plutôt personnelle, donc qui est adaptée à des conversations particulières, où là, je pense qu'à 1 mètre, 1m20, on peut échanger facilement, sachant que dans une salle, il y a beaucoup de bruit parfois, donc arriver à s'entendre, là, on peut facilement échanger. La zone sociale, après, et puis la zone publique, ce sont des zones où les personnes se situent beaucoup plus loin. Vous, internautes, là, aujourd'hui, vous êtes sur une zone, voilà, sur les ondes, et vous êtes très, très loin de moi, donc c'est un exercice difficile de vous parler. Mais quand j'ai quelqu'un à côté de moi, voilà, c'est plus simple. Et un entraîneur qui serait à proximité, je me situerais plutôt à 1 mètre, à 1m50 maximum de lui. Est-ce que ça répond à la question, Pierre? Pardon, excuse-moi, ça répond à une partie des questions. Il y a une question qui arrive de manière assez fréquente, c'est l'histoire de comment tu t'adresses aux joueurs et ou aux entraîneurs dans la question du tutoiement ou du vouvoiement. Quelle posture, selon toi, il faut adopter et quelle posture tu conseillerais à de jeunes arbitres? Alors, il n'y a pas de règle, c'est juste comment on se sent bien avec cette approche. Je dirais que c'est mieux de vouvoyer les personnes. Alors même si on les connaît à l'extérieur du terrain, le fait de vouvoyer, en fait, ça met automatiquement aussi une forme de barrière qui permet d'être respecté. Après, forcément, si vous avez de très bons contacts avec une personne que vous tutoyez, si c'est fait de façon propre et si c'est pas fait pour justement utiliser ce tutoiement dans le sens où je te connais très bien et du coup tu vas m'aider, ou voilà, si c'est pas fait dans ce sens, ça peut être bien perçu. Je parlais tout à l'heure du prénom. Les anglo-saxons utilisent beaucoup le prénom. Moi j'apprécie ce type de communication. Ce qui met une relation plus personnelle et moins distanciée entre les acteurs, l'histoire d'appeler par le prénom, c'est ça que tu veux évoquer. Complètement. Et il y a une autre question, alors je t'avoue que je ne maîtrise pas forcément le protocole des officiels. Est-ce que tu peux rappeler le protocole qui est dans la salutation qu'il peut y avoir en début de match entre arbitre et entraîneur? À qui est-ce de le faire? Est-ce qu'il y a un protocole particulier? Alors, le protocole, il fait que nous, arbitres, nous sommes à l'opposé du terrain pendant l'échauffement. Après, nous venons côté table. Et à ce moment-là, en fait, les entraîneurs se saluent. Et nous, on arrive aussi, ce qui fait qu'on se trouve dans une zone assez proche pour pouvoir se saluer et puis se souhaiter bon match. Mais moi, je veille toujours, quand je rentre sur le terrain, 20 minutes avant, à traverser le terrain pour aller saluer les coachs qui sont là, pour ceux qui sont là, puisque certains préparent leur match et ça se comprend dans le vestiaire. Mais ceux qui sont là, quand je traverse la première fois, j'essaie d'abord d'aller les saluer. D'accord. Et je reviens juste sur une petite question sur le tutoiement. Effectivement, toi, tu acceptes qu'on t'appelle par ton prénom et qu'il y ait une relation peut-être de proximité avec le tutoiement. Toi, tu fais la même chose avec les acteurs que tu connais? Ça peut m'arriver d'appeler la personne par le prénom, selon que je la connais. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, ça fait 22 ans que j'arbitre dans le secteur professionnel. Il y a des joueurs aujourd'hui que j'ai arbitré leur père à l'époque. Donc, on peut citer le cas de l'Auvergne, par exemple, Geoffrey, où j'ai arbitré son papa. Voilà, il y a plusieurs joueurs comme ça que je connais depuis qu'ils sont tout petits. Axel Toupane aussi, je m'entraîne avec son père à Toulouse, ce que je racontais tout à l'heure. Donc, des joueurs comme ça qu'on a vu grandir. Après, c'est compliqué forcément de les vouvoyer tout le temps. Puis parfois, ça peut permettre aussi le tutoiement de dire bon là maintenant, allez, je mets le stop, tu arrêtes et puis on repart sur des bases solides, reste concentré dans ton match et puis on peut continuer. Donc si je voulais résumer ton propos, en fait, il faut essayer d'être soi-même. C'est-à-dire qu'en étant soi-même, on arrive à s'adapter son comportement par rapport à la situation et par rapport aux acteurs. C'est exactement ça, Pierre. Je te laisse poursuivre. Ouais. Donc, dans cette relation, quand on est sur le terrain, la coopération va passer par plutôt un positionnement côte à côte. Le fait d'être situé à côté, en fait, on regarde dans la même direction, on voit la même chose, on peut parler de la même chose, et puis en tout cas échanger sereinement. Alors que si je me mets face à face, si j'arrive et que je vais voir un entraîneur et que je me mets face à lui, ou un joueur, c'est forcément une notion un peu d'affrontement et d'assumer, pourquoi pas, l'avertissement qui va arriver derrière. Donc si je suis côte à côte, il n'y aura pas d'avertissement, c'est grosso modo, viens avec moi, allez, on continue ensemble. Mais bon, si le recadrage ou l'avertissement doit arriver, ça sera plutôt face à face.
Échanger, c'est accepter les arguments. Donc, c'est discuter, pas trop longtemps non plus, parce que, en fait, une discussion comme ça, dans le cadre d'une situation qui doit être expliquée très rapidement, c'est l'entraîneur peut-être qui va dire ce qu'il a vu, moi qui vais dire ce que j'ai vu, la personne va argumenter, je vais argumenter, mais c'est un peu comme l'arrêt au stand pour la Formule 1, ça ne peut pas durer 30 secondes, c'est beaucoup trop long. Donc, parfois, c'est une phrase, un mot, on l'a dit tout à l'heure, le non-verbal aussi, ça peut être un geste. De loin, on peut expliquer, ok, j'ai vu ce que tu me dis, et ça suffit pour continuer. Mais s'écouter, se regarder, et voilà, et échanger. Dans cet échange-là, avant que tu puisses enchaîner sur la communication et les fondements de la communication efficace, à quel moment tu communiques avec un entraîneur? À sa demande ou à des moments plus informels de la rencontre? Qu'est-ce que tu privilégies comme moment de communication? Ouais, c'est une bonne question. Tout comme tout à l'heure, je disais que j'accepterai pas trop que certains viennent m'interrompre dans l'exercice que je fais, parce que je dois rester concentré sur ce que j'ai à faire. Si j'ai un peu plus de bouteilles, je vais pouvoir peut-être un petit peu prendre du recul. Mais de la même façon, je ne vais pas aller voir l'entraîneur pendant son temps mort, au milieu du temps mort, pour lui dire que, je ne sais pas, qu'il n'a plus de temps mort par la suite. Donc je vais attendre des moments clés. Quand il a fini, après son temps mort, par exemple, d'échanger avec son joueur, je repère le moment, en fait, où là, clac, j'ai une petite fenêtre de quelques secondes pour lui glisser une info. S'il faut recadrer, mais là, par contre, j'attends que la personne redescende un petit peu, en pression, et une fois qu'elle est redescendue, je vais pouvoir aller glisser le message que j'ai à faire passer. D'accord. Derrière, sur ces questions-là de communication et d'échange entre les acteurs, il t'est arrivé, toi, dans ta carrière, effectivement, de peut-être arrêter à un moment donné ou à un moment le jeu pour dire, bon, voilà, j'ai besoin de recadrer les choses, j'ai besoin de calmer les acteurs et les protagonistes, ou c'était vraiment sur des moments où le ballon était arrêté et des temps arrêtés? Alors, plutôt ballon mort, chronomètre de jeu arrêté. Mais, alors ça, c'est par exemple une petite astuce, quand il y a une situation de tricherie, on appelle ça des fakes. Donc le joueur qui se laisse tomber sur un contact offensif, on n'a pas le droit d'arrêter le jeu, en théorie, voilà, si un joueur est au sol. Donc ce que je vais faire, c'est stopper le jeu, par contre, pour demander aux ramasseurs de balles et aux petits jeunes qui passent à la serpillière de venir essuyer le parquet, même si le parquet n'est pas mouillé, ce qui me permet de trouver un élément d'arrêt de jeu et de recadrer le joueur en direct et de ne pas attendre peut-être 30 secondes ou une minute pour pouvoir le recadrer. Donc, généralement, on n'arrête pas le jeu. On fait ça dans les moments où la pression est redescendue et quand le ballon est mort et le chronomètre de jeu arrêté. Mais ça peut arriver exceptionnellement d'utiliser cet outil pour mieux faire passer le message. Merci. Avec plaisir, Pierre. J'enchaîne du coup avec ces quelques notions de parler sur un ton calme. Le fait de se parler calmement, on l'a vu, hein, c'est je pense, un élément qui permet en tout cas de s'écouter, du coup. Parce que le coach qui va me crier dessus, en fait, je ne vais pas l'écouter. Le coach qui va parler tout le temps, je ne vais pas l'écouter. Je connais quelques entraîneurs, certains d'ailleurs n'ont jamais pris de faute technique ou très rarement, d'autres parlent très peu, mais quand ils parlent et qu'ils interviennent, je me dis, waouh, si une fois dans le match il me dit quelque chose, c'est que peut-être il s'est passé un élément que je devrais regarder de plus près. S'interroger sur les besoins que l'on a, chacun. Voilà, moi j'ai besoin que vous vous comportiez comme ça, et l'entraîneur va me dire, ben moi j'ai besoin que vous regardiez ça, que vous fassiez attention plutôt à cet élément-là. Voilà, donc c'est bien de s'entendre. Après, ça ne veut pas dire que parce que l'entraîneur me demande de siffler 3 secondes, je vais siffler 3 secondes. Mais ça me permettra en tout cas de lui dire, j'ai entendu ce que vous me dites, et je le prends en considération. Juste le fait d'écouter, de dire j'ai entendu, le fait de répondre à un joueur qui demande, très souvent du coup il revient dans son match et quand bien même la décision qui demande n'aura pas lieu, en fait il sera rassuré et on est là pour les rassurer, les acteurs. Cerner le bon type de communication, voilà, savoir quand il va falloir intervenir, c'est la question un peu que tu as posée, Pierre, et à laquelle j'ai répondu. La communication non verbale, ça a déjà été abordé. Voilà, sachez que tous les gestes que nous faisons, on le voit ici sur cette photo,
peuvent être interprétés. Donc ça ne veut pas dire que l'entraîneur ici est énervé, mais il montre quelque part, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui l'interpelle. Et l'arbitre, lui, va essayer d'apaiser les tensions pour rentrer en communication. Nicolas, là, tu abordes un point intéressant. On a beaucoup, pour l'instant, parlé de communication verbale, comment on rentre en communication entre les acteurs. Tu viens de pointer du doigt la communication non verbale comme étant un élément important. Effectivement, l'entraîneur a des comportements non verbaux avec des gestes qui peuvent paraître excessifs. Quel conseil tu donnerais aussi sur la posture de l'arbitre dans ces comportements non verbaux ? Très, très bonne question. Dans mon rôle de formateur, donc j'interviens auprès des arbitres, justement, puis des formateurs d'arbitres aussi, pour essayer de leur montrer un petit peu comment on peut communiquer. Je pense que les gestes d'apaisement avec les mains, comme on le voit ici sur la photo, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo, permettent de montrer, peut-être calmez-vous, moi aussi je suis calme. Derrière, il y a des gestes plutôt à proscrire. On voit beaucoup et de plus en plus les arbitres qui font ce geste la prochaine fois, c'est faute technique. Donc le fait de menacer avec un geste, donc ça montre à tout le monde cette relation de parent. Moi je suis le parent et toi tu es le petit qui va écouter ce que j'ai à te dire, c'est que la prochaine fois tu seras sanctionné. Attention à ces gestes qui sont véhéments et qui peuvent être mal interprétés, mal vécus et qui derrière vont conduire peut-être à cette fameuse faute technique. Mais le but, c'est quoi dans le match ? C'est qu'on n'ait pas de faute technique, c'est que le match, il aille au bout, que ce soit bien arbitré, qu'il y ait du beau jeu, que l'entraîneur il puisse mettre en place ses systèmes de jeu et son jeu et développer son jeu. Donc voilà, du coup tous les gestes qui sont parasites, qui peuvent être en réaction, sont plutôt à bannir pour nous arbitres. Merci. Il nous reste une vingtaine de minutes et j'ai une dernière question sur le comportement non verbal. Tu l'as dit, comme tous les acteurs du jeu, tu es sujet à des émotions, quelquefois du stress, des choses comme ça. Comment tu fais pour que ton non verbal ne trahisse pas ces émotions-là et puisse avoir un impact sur la communication entre les acteurs ? Alors, j'ai la chance d'officier dans les championnats professionnels qui sont filmés. Donc, je regarde beaucoup la vidéo et le fait de faire un retour sur soi, sur ce que j'ai fait dans tout type de situation, me permettent de préparer déjà la suite et de me dire, voilà, dans ce type de situation, attention, là, tu as été trop vite, là, tu as fait un geste qu'il ne fallait pas, là, tu t'es placé trop près. Donc, je travaille beaucoup avec la vidéo. Derrière, il y a plein de questions qui arrivent sur la mécanique des arbitres, sur comment tu vas stopper une communication avec un geste parce que l'entraîneur ou le joueur est allé un petit peu trop loin avant de rentrer dans la sanction de la faute technique. Quel geste tu préconiserais à un jeune arbitre pour dire, voilà, là, effectivement, la discussion va un petit peu trop loin, on doit passer à autre chose. Tu l'as dit avec les mains tout à l'heure, mais est-ce que tu as d'autres stratégies ? Souvent, ce que je fais, en fait, pour rentrer en communication, admettons, là, l'entraîneur n'est pas d'accord avec moi, je vais le voir et je lui dis, je vous écoute. Que se passe-t-il ? Alors, là, du coup, c'est une question ouverte, il va me dire ce qui se passe. Du coup, il se sent écouté. Déjà, là, il se sent un peu apaisé. Voilà. À moins qu'il soit très énervé, généralement, si je lui dis, je vous écoute, voilà. S'il parle un peu trop fort ou avec de grands gestes, je vais lui dire peut-être de réduire les gestes et de parler moins fort et puis vraiment de l'écouter. Et après, voilà, je vous ai entendu. Maintenant, sachez que moi, j'ai vu ça, ça et ça. Et puis, la décision que j'ai prise, voilà, est liée à ce point. Et on en reste là. Ça dure 30 secondes de façon à lui montrer, je t'ai écouté, tu m'as écouté, c'est bon, on peut repartir, ça joue. Généralement, ça marche. Si tout le monde met un peu d'eau dans son vin, ça marche. Merci pour illustrer ça. Je sais que tu as une citation d'un coach qui permet d'illustrer un peu ce propos-là. Est-ce que tu peux nous le montrer, s'il te plaît ? Alors, donc là, c'est juste un petit pavé pour parler du pacte de non-agressivité que l'on a entre nous, acteurs, arbitres, joueurs et entraîneurs. Et Jérôme Fournier, que vous connaissez peut-être pour la plupart, entraîneur national, quelqu'un avec qui j'apprécie de travailler, on a encadré déjà des stages souvent ensemble, a cité la semaine dernière sur votre chaîne YouTube, dire ce que l'on voit, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Donc dire ce que l'on voit, c'est ce que j'ai expliqué. Moi, j'ai vu ça. Après, je ne dis pas que j'ai raison, mais j'ai vu ça. Vous avez vu ça, coach ? Ok, je vous entends. Dire ce que l'on fait,
j'ai pris cette décision parce que j'ai vu ça, et faire ce que l'on dit. Maintenant, si je donne un avertissement à un joueur, à un entraîneur, si je lui dis la prochaine fois que vous comporterez ainsi, je serai obligé de vous sanctionner d'une faute technique, il faudra que je le fasse. Donc c'est vraiment mettre en application, on l'a vu, le grade de rentrer en communication. Ensuite, on va recadrer peut-être, d'abord communiquer, recadrer, puis donner un avertissement et sanctionner. Il a dit aussi, Jérôme, déterminer un langage commun. Donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, au début, le fait de parler le même langage, qu'il soit technique ou réglementaire, va permettre de s'y retrouver. Et donc on voit déjà que Jérôme ou moi, arbitre, en fait, on a un peu les mêmes idées sur ce qu'on doit mettre en place. Alors, j'aimerais continuer avec ce dernier pavé. C'est un arbitre de football lors du match Paris Saint-Germain-Rennes en 2019 qui a manqué de lucidité sur une situation. Il aurait dû mettre un carton rouge, en fait, il a mis qu'un carton jaune. Bien qu'il ait eu l'utilisation de la vidéo, en fait, il s'est trompé, il l'a reconnu par la suite. Et donc, bon, voilà, il a admis dans la presse qu'il avait fait une erreur. Et j'ai trouvé que c'était bien, même a posteriori, même avec l'utilisation de la vidéo, de dire, voilà, je me suis trompé. Ça permet de montrer, alors là, j'ai pris le cas d'un arbitre, mais ça peut être un entraîneur qui a fait un mauvais choix tactique et qui fait que peut-être il va perdre la rencontre, de dire à un moment, là, en fait, c'est de ma faute. Voilà, c'était de mon ressort, j'ai pas su prendre la bonne décision et j'ai fait capoter le match. Donc, à la fois vous, les entraîneurs, parfois ça se passe mal parce que vous allez perdre suite à une décision que vous prenez. Et parfois nous, malheureusement, les arbitres, une erreur peut jouer une rencontre. Avant que tu nous livres tes interrogations qui t'animent en ce moment, je voudrais revenir sur deux choses. La première, quel conseil tu donnerais à un entraîneur pour bien communiquer avec un arbitre? Alors, tu as évoqué quelques pistes, mais globalement, qu'est-ce qu'un entraîneur doit faire pour créer ou générer un climat qui permette d'être dans de la collaboration et de la coopération? La première chose, je dirais d'être bienveillant, à la fois avec ses joueurs et puis avec tous les acteurs. Ça peut être les officiels de table, toutes les personnes impliquées dans la rencontre. Alors certains vont me dire, oui, mais Obradovic, il fustige ses joueurs, il fustige les arbitres, et malgré tout, c'est un grand entraîneur qui est reconnu, qui a des titres. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, ce que je vous dis, c'est ce que je ressens, et non pas ce qu'il faut faire à tout prix. Mais la bienveillance me semble être un des éléments clés, en tout cas, pour bien communiquer. Si je sens que la personne est bienveillante, je vais être plus facilement en relation avec lui que si je suis sur la défensive, et auquel cas, après, on va moins communiquer. Avoir confiance aux personnes, avoir l'intelligence de parfois se taire, même si j'ai des choses à dire, ou l'intelligence, justement, d'agir quand il le faut. On a parlé d'humilité tout à l'heure, je le redis, être humble, voilà, écouter. Je pense que ça me paraît être les valeurs essentielles pour cela. Merci. Ma question suivante, c'est aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu as une longue expérience dans l'arbitrage, tu as rencontré plein d'environnements particuliers, tu as eu affaire à plein d'acteurs différents. Si tu pouvais me donner les 3 conseils que tu donnerais à un jeune arbitre qui débute ou qui vient juste d'être dans l'arbitrage sur cette gestion de communication avec les acteurs. D'accord. Alors, c'est une question qui n'est pas facile à répondre, parce qu'il y a tellement, on l'a vu, tellement de pavés sur lesquels s'orienter. Mais pour synthétiser un petit peu, je dirais ne pas avoir peur d'aller discuter. Et c'est sûr qu'un jeune officiel va peut-être pas aller voir l'adulte. Donc là, je dirais c'est plutôt à vous, adultes, entraîneurs, d'aller peut-être saluer l'arbitre, mais vraiment de commencer déjà à parler, à se dire bonjour, à comment tu t'appelles, comment tu es venu, ton déplacement s'est bien passé, voilà, tout simplement rentrer en contact. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est ne pas avoir peur pendant le match. Je pense que les acteurs jouent leur match,
sont pris par leurs émotions du match et forcément vont se retrouver en situation où ils vont essayer de mettre la pression un petit peu. Nous, les jeunes officiels, moi j'y suis passé, j'avais 13 ans quand j'ai commencé à arbitrer. Il faut aller affronter la personne qui peut-être n'est pas d'accord avec nous et aller lui dire juste tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ce que je pense, ce que j'ai vu et comment j'agis. Après, un dernier point pourrait être quelque part de faire le bilan à la fin du match. Le jeune arbitre peut se faire accompagner par un coach d'arbitre quand il y en a, mais si ce n'est pas le cas, d'aller voir les entraîneurs, de leur dire voilà, le match est terminé, on boit un coup ensemble, on mange un petit bout, et dites-moi, coach, donnez-moi des conseils sur ce que j'ai fait de bien, mais vraiment à tête reposée, pas du tout dans l'émotion. Donc si je résume, c'est rentrer en contact avec les acteurs, oser et assumer ses prises de décision et ses choix. Et la dernière, c'est effectivement tirer le bilan de sa prestation, soit tout seul, soit en étant accompagné par un expert ou une personne un peu plus en avance ou un peu plus expérimentée. Derrière, sur les 10 dernières minutes, j'aimerais vraiment que tu nous partages les interrogations qui t'animent aujourd'hui sur cette thématique-là. Effectivement, je m'interroge, en fait, et je vous interroge par la même occasion sur ces quelques points que l'on peut aborder, à savoir prendre volontairement une faute technique. Est-ce qu'il faut, vous, entraîneur, prendre volontairement cette faute technique? Est-ce que nous, arbitres, il faut à tout prix la donner tout le temps? En fait, il n'y a pas de vrai et de faux dans la question que je soulève. C'est juste comment vous vous sentez par rapport au moment. Prendre une faute technique fait que peut-être sur un match, vous allez gagner le match parce qu'un entraîneur peut stopper une contre-attaque par une faute technique et empêcher un panier facile. Voilà, il achète ça avec un lancer franc qui sera peut-être manqué de l'autre côté. Et du coup, voilà, ça peut être une opportunité parfois de faire basculer un match. Mais attention, parce que prendre une faute technique, vous avez droit en fait à 2 techniques personnelles quand vous êtes ou joueur ou entraîneur. À la deuxième, vous êtes évincé du match. Donc, il ne faut pas jouer avec le feu parce qu'on peut se brûler. Après, on connaît des entraîneurs qui sont plutôt véhéments, virulents avec les arbitres et qui essaient parfois de prendre des fautes techniques. Ça leur permet de reprendre un petit peu de prise, notamment sur leur équipe. Là aussi, je ne sais pas si c'est bon. Ce que j'ai remarqué, c'est que certains entraîneurs gagnent des titres. Et je vais prendre le cas de Eric Bartesheki, qui a gagné le titre il y a 2 ans, en Pro A avec Le Mans. De mémoire, il n'a pris aucune faute technique pendant le match, pendant les phases finales, ni pendant la saison. Et il a gagné le titre, donc c'est pas ça qui fait gagner des titres, la preuve. Mais bon, ça peut parfois être une arme à utiliser, un outil. Un joueur a droit à 5 fautes, il a le droit de faire ses 5 fautes peut-être quand il le veut. L'entraîneur, pourquoi pas? Une seconde interrogation serait d'alerter les arbitres sur ce que j'ai vu quand je suis coach. J'ai vu quelque chose que l'arbitre n'a pas sifflé ou qu'il ne semble ne pas avoir vu, et je vais l'alerter. Alors, ça peut avoir du bon de temps en temps, ça permet d'échanger sur un détail technique, mais le fait d'alerter trop souvent peut être mal interprété aussi, parce que ça veut dire grosso modo que je ne fais pas mon boulot, et que si lui est capable de le faire à ma place, alors ça devient compliqué, parce que j'ai eu la chance de pouvoir coacher des jeunes quand mon fils jouait au basket. Et en fait, je me suis rendu compte, alors que je suis arbitre et formateur d'arbitre, que pendant le match que je coachais, en fait, à la fin du match, j'allais même pas saluer les arbitres parce que j'étais encore dans mon match en tant que coach. Et pendant le match, je regardais même pas les décisions qui étaient prises par les jeunes officiels. Et ça donnait presque l'impression que je ne m'en occupais pas, alors que j'étais pris par ce que j'avais à faire. Et je pense que vous, entraîneur, si vous êtes à 200% sur votre action, votre mission de coach, en fait, vous allez vous consacrer vraiment à cette mission. Et tout comme moi, je me consacrerai à ce que j'ai à faire, c'est-à-dire arbitrer. Je ne vais pas aller dire aux entraîneurs, en fait, ce qu'ils ont à faire et ce sur quoi, en fait, ils peuvent agir. Je ne vais pas dire à un entraîneur qui doit changer un joueur ou qui doit prendre un temps mort. Donc, de la même façon, l'entraîneur, je pense, ne devrait pas alerter plus que ça sur ce qu'il y a à faire.
Féliciter les arbitres lors de coups de sifflet en votre faveur. Alors là aussi, ça peut être, si c'est fait de façon sincère, on l'a vu, on a parlé de bienveillance. Si à un moment, il y a un coup de sifflet qui est donné, j'ai déjà vu des situations où l'entraîneur me dit super, je suis d'accord avec la décision, c'est cohérent avec ce qu'il y a eu pendant la rencontre, ça peut passer. Si c'est fait en applaudissant comme ça, en disant à l'arbitre bravo, super, ça risque d'être mal interprété. Donc voilà, à vous de doser. Apprendre à vos joueurs à communiquer avec les arbitres. Et là, j'ai envie de vous dire que, alors, apprendre aux joueurs à communiquer, il faut savoir le faire. Ceux qui savent bien communiquer et qui vont le faire à des moments opportuns, oui. Mais si c'est pour aller, pareil, déranger les arbitres tout le temps quand ils sont en train d'officier, je pense que c'est pas la meilleure des choses. Et à mon avis, il vaut mieux passer par le capitaine. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, missionnez votre capitaine s'il y a des éléments à apporter. Comme ça, on peut aller interroger l'arbitre. Il n'y a qu'un interlocuteur et on ne parle pas, nous, avec tous les acteurs parce que ça nous disperse pendant la rencontre et on peut être moins bien concentré. Ignorer les arbitres. Mais là, tout à l'heure, je vous parlais d'Éric Bartesheki. En fait, il fait partie de ces entraîneurs, il y en a quelques-uns dans le championnat, en fait, qui nous calculent même pas. Et je pense qu'ils sont vraiment dans leur mission de coach et qui ne pensent même pas à venir nous saluer à la fin des matchs. Et alors, je ne me braque pas du tout là-dessus. Au contraire, ça veut bien dire qu'il est pris parce qu'il a à faire, moi parce que j'ai à faire. Et le fait qu'on soit ignoré pendant la rencontre, c'est presque même frustrant pour moi, parce que parfois j'aime bien quand il y a du relationnel avec les entraîneurs et j'aime bien aller discuter 2-3 fois dans le match, qu'on puisse à un moment échanger, rigoler, un petit geste, quelque chose qui nous permet quand même de rentrer en relation. Donc je pense que c'est mieux de ne pas s'occuper des arbitres, ils font ce qu'ils ont à faire, les coachs, les arbitres, les joueurs jouent, les officiels de table s'occupent de la table de marque. Et après, comme ça, le match se passe plutôt bien. Et pour finir, donc toujours se serrer la main, je l'ai dit, se serrer la main au début, c'est capital. À la fin, c'est pas obligatoire parce que je peux entendre aussi un coach qui est frustré, voilà, qui préfère regagner son vestiaire et qui peut-être a donc tout le poids de la défaite peut-être sur ses épaules, préférera ne pas saluer les arbitres, quitte à le faire plus tard après dans un couloir ou à la sortie du Palais des Sports. Voilà Pierre, mes interrogations. Merci Nicolas, ça ouvre plein de champs à d'autres questions. On arrive bientôt à la fin de ce live. Je vous remercie de toutes les questions que vous posez. Je vais essayer de me faire relais de certaines pour clôturer ce live. La première question qui arrive, c'était comment est-ce que tu prépares tes matchs et tes avant-matchs et donc quels conseils tu pourrais donner aux arbitres sur cet aspect-là? Alors, un match, en fait, ça dure 1h30, mais c'est vrai qu'on est vraiment sur un format dans le secteur professionnel où c'est une semaine quasiment d'activité, enfin, c'est du continu. C'est-à-dire qu'il y a la préparation physique déjà qui fait que régulièrement, on part faire une sortie. Moi, je fais plutôt du sprint sur une piste que j'ai à côté de chez moi, ce qui me permet de me défouler et puis de me préparer physiquement. C'est préparer le déplacement. Donc sur le plan européen ou même le plan français, c'est forcément de la gestion, de déplacement, donc préparer des billets d'avion. L'hôtellerie souvent est réservée par les clubs. Mais bon, on prend contact aussi avec les collègues pour savoir quand et comment se réunir et où se retrouver. Techniquement, on va étudier les équipes, donc regarder les matchs précédents des deux équipes de façon à récupérer des infos sur le jeu, le style de jeu, les joueurs. Tout ça, on va le partager dans un briefing d'avant-match, quand on se retrouve à l'hôtel, ce qui nous permet entre nous déjà d'avoir un plan d'action pour le match. Et voilà, donc là, c'est vraiment réduit en 1 minute, mais c'est beaucoup d'activités pour préparer une seule rencontre. Et comment avec tes collègues, tu régules tout au long de la rencontre la gestion de cette communication-là, sachant que, comme tu l'expliques, vous êtes peut-être donné une ligne directrice liée à votre préparation de match, et comment tu le régules tout au long de la rencontre? Alors, la chance que l'on a en JP Elite, c'est d'arbitrer avec des systèmes d'oreillettes micro.
qui nous permettent d'être en communication directe tout le temps. Ce qui fait que dès que j'ai une info à passer, ou dès que je donne un message à un acteur, en fait, les collègues ont ces infos. Donc après, la communication déjà est différente par rapport à des divisions inférieures, où là, il faudra plutôt se regarder, échanger beaucoup. Donc le fait de se regarder, de se faire des gestes à distance, de se retrouver après dans les temps morts ou les intervalles de jeu. Parfois se croiser, quand une faute est sifflée, on peut se croiser aussi, se donner des infos. Si une situation vient à être nécessaire, à savoir de se rencontrer, arrêter le jeu et puis venir échanger sur ce que j'ai vu, ce que le collègue a vu, pourquoi pas. Ça permet en tout cas de repartir avec la bonne décision et c'est quand même là l'essentiel. Voilà, donc c'est un peu des outils qu'on peut utiliser. Avant de clôturer, je vais te laisser le mot de la fin. Quel message tu souhaites passer, en plus de tout ce que tu viens de dire sur cet aspect-là, ou peut-être de différents conseils que tu peux donner à la fois aux entraîneurs et à la fois aux arbitres? Si on veut mieux communiquer, je pense que le fait de se respecter, de s'écouter et de se mettre dans une posture d'adulte permettra vraiment d'échanger. C'est une grosse synthèse de l'intervention. Mais en fait, j'oublie pas non plus que le jeu, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe, on n'est plus sur le terrain, on a tous envie d'y aller. Et j'aimerais dédier juste cette émission à tous les bénévoles de tous les clubs qui font que notre sport puisse avoir lieu, qui font que nous, les professionnels, on puisse être sur le terrain aussi, même dans le milieu amateur. Et je crois que c'est important que toutes ces personnes puissent nous aider à vivre nos matchs. Merci Nicolas. Alors effectivement, ce live-là a suscité beaucoup de visionnages et beaucoup de questions, et je m'excuse auprès des gens si je n'ai pas pu relayer l'ensemble des questions auprès de toi Nicolas. Le format d'1 heure se prête à des choix et à une sélection de certaines questions. Je te remercie pour tes réponses. C'est effectivement un thème très complexe et très vaste qui mériterait peut-être plus que simplement 1 heure de questionnement ou d'échange. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à te remercier pour ton expérience, le partage de tes concepts et de tes conseils. Vous pourrez revoir ce live-là sur la chaîne YouTube FEB Formation. Et vendredi 10 avril à 11h, nous avons la deuxième partie d'intervention de Jérôme Fournier qui traitera la suite de son intervention sur son collectif défensif. Merci beaucoup à tous. Merci à Arnaud qui était à la production et je vous souhaite une très bonne après-midi. À bientôt Nicolas. Merci beaucoup. À bientôt sur les terrains. Au revoir.